Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le mouvement hélicoïdal. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé du mouvement hélicoïdal uniforme en traitant de l'exemple du mouvement d'une charge dans un champ B. Dans cette vidéo, on va étudier un mouvement hélicoïdal uniformément accéléré, c'est-à-dire une bille ou une petite voiture qui glisse sans vitesse initiale le long d'une pente hélicoïdale. Sachant que la paramétrisation en coordonnées cylindriques d'une hélice est petit r est égal à grand R, θ est égal à θ de t, et z est égal à b fois θ, b étant une constante. Le rayon de cette hélice est donc grand R et son pas est de p est égal à 2 pi b. De plus, on définit notre origine au point initial et le vecteur unitaire k portant l'axe z vers le bas. Par conséquent, l'énergie potentielle sera donc moins mgz et non mgz. Il y a plusieurs méthodes possibles pour étudier le mouvement hélicoïdal uniformément accéléré. Nous allons en voir 3. Commençons tout de suite par la première. On utilise d'abord la conservation de l'énergie mécanique. Au point initial, puisque nous avons défini z est égal à 0, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle sont tous les deux nuls. À un point quelconque avec une coordonnée z, l'énergie cinétique sera 1 demi mv carré et l'énergie potentielle moins mgz. De plus, la vitesse en cylindrique est v est égal à racine carrée de r fois la dérivée temporelle de θ au carré plus la dérivée temporelle de z au carré. A noter que normalement, on devrait avoir un terme en r point carré à l'intérieur de la racine, mais le rayon étant constant, ce terme est nul. Et puis, on a aussi l'équation de l'hélice. On isole v dans la première équation et on obtient v est égal à racine de 2gz. On remplace θ par z sur b dans la seconde, d'où on peut sortir z point carré de la racine car z augmente, donc z point sera positif. Reste à mettre les z d'un côté et les constantes de l'autre, donc on divise par racine carrée de z et par racine carrée de r sur b au carré plus 1 des deux côtés, et puis on finit par intégrer par rapport au temps. A noter qu'à gauche, le z point dt devient dz, l'intégrale de 1 sur racine de z c'est 2 racines de z, et du côté droit on n'a que des constantes, donc on multiplie juste par t, on isole, et on obtient z qui est égal à 1 demi fois g sur r sur b au carré plus 1 fois t au carré. Passons maintenant à la deuxième méthode. Celle-ci consiste à se rendre compte qu'une pente hélicoïdale forme en tout point un angle constant alpha avec l'horizontale. Et donc c'est exactement comme si on avait une simple pente unidimensionnelle. Un cas de figure que l'on connaît très bien. On peut dire qu'on déplie l'hélice. On va donc la représenter comme un triangle rectangle, avec comme côté horizontal le périmètre du cercle, donc la distance parcourue dans le plan OXY, et comme côté vertical, le pas qui est égal à 2 pi b, qui est par définition la distance verticale entre deux points qui sont l'un au-dessus de l'autre. Donc sinus d'alpha est égal à b sur racine carrée de r carré plus b carré. Maintenant, calculons l'abscisse curviligne S de t. On sait que ms de point est égal à mg sin alpha, donc s de t est égal à 1 demi g sin alpha fois t carré. Et maintenant, pour trouver z de t, comment faire? On sait que z de t est égal à s de t fois sinus alpha, qui est égal à 1 demi b carré fois g sur r carré plus b carré, tout ça multiplié par t carré. On va donc simplifier la fraction par b carré, et on voit qu'on obtient la même chose qu'avant. Ok. Maintenant, la troisième méthode de cette vidéo est la dernière, la lagrangienne. C'est peut-être la plus simple et celle où il faut le moins réfléchir et appliquer. Donc, on va commencer par écrire l'énergie cinétique comme T est égal à 1 demi m fois rθ point au carré plus z point au carré. On va écrire l'énergie potentielle sous la forme de V est égal à moins mgz, puisque, je le rappelle, notre vecteur k unitaire est dirigé vers le bas. Les contraintes du système sont toujours les mêmes qu'avant, et le lagrangien sera donc grand L est égal à T moins V, qui est égal à 1 demi fois M fois R carré sur B carré plus 1 fois Z point au carré. Pour arriver à cette expression, on a remplacé θ par Z sur B et on a factorisé par Z point. Maintenant que nous avons le lagrangien, on va pouvoir l'utiliser dans l'équation de L'Euler-Lagrange, qui est donc la dérivée temporelle de la dérivée partielle de L par rapport à Z point, qui est égale à la dérivée partielle
par rapport à z du Lagrangien, donc grand L. On va effectuer les dérivés à gauche et à droite, et force est de constater que les masses se simplifient et on obtient exactement la même expression de z de t qu'avec nos deux autres méthodes. Bon, c'est bien beau tout ça, et il semblerait bien que les trois méthodes donnent la même réponse. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'elles sont véritablement équivalentes? Peut-on vraiment déplier l'hélice? Avec les deux méthodes où on ne dépliait pas, on trouvait toujours z de t et non s de t. Donc voyons si on peut trouver l'un à partir de l'autre de manière légèrement plus rigoureuse. L'abscisse curviligne s de t, c'est la longueur de la pente. Donc on peut calculer une intégrale de ligne. Celle-ci est égale à l'intégrale de v dt. On va remplacer l'expression de v en fonction de z. On obtient des constantes fois z point dt, donc ça nous fait ces constantes fois z. On remplace notre expression pour z de t et on obtient exactement la même chose pour s de t que si on avait déplié les listes dès le départ. Bon, là je pense que même les plus sceptiques sont convaincus. Mais pour être sûr, montrons que l'angle alpha entre la pente et l'horizontale est vraiment constant. Pour faire ça, on calcule l'angle entre le vecteur vitesse, toujours tangent à la trajectoire, et le vecteur unitaire θ, qui est toujours tangent au cercle dans le plan OXY. On prend les contraintes de l'hélice en coordonnées cartésiennes que nous avions posées un peu plus tôt, et ensuite on dérive pour avoir le vecteur vitesse. On trouve ensuite θ chapeau en coordonnées cartésiennes. Pour faire ça, on va se placer dans le plan OXY. Vous pouvez voir à l'écran un schéma qui illustre le propos. L'angle ici, c'est θ, et donc par l'aide d'un peu de géométrie, on voit que l'angle ici sera de pi sur 2 moins θ. Donc l'expression sera moins sin θ cos θ. Pour trouver le cosinus de l'angle entre les deux, on fait le produit scalaire et on divise par le produit des normes. Or, la norme de θ chapeau, c'est 1, donc au numérateur, on factorise rθ point. Au dénominateur, on factorise θ point. De plus, sin carré plus cos carré est égal à 1. Et donc, finalement, on peut simplifier les θ points et on obtient cette expression qui est bien constante. De plus, si on dessine un triangle rectangle et qu'on trouve le sinus de l'angle, on se retrouve avec b sur racine de r carré plus b carré, exactement ce qu'on avait avant. Donc, on peut bien dire que les trois méthodes sont toutes valides, même celle où on déplie l'hélice qui s'est avérée une manière puissante de simplifier le problème. Mais laquelle des trois est-ce que vous avez le plus aimé? Et quelle vidéo est-ce que vous voudriez voir prochainement sur la chaîne? N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Et puis en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo.